Marlon, la question de l'artisanat minier vis-à-vis de l'exploitation industrielle et tout ce que ça pose comme problème, c'est une vraie problématique, c'est vrai. On ne peut pas nier cela. Mais j'aimerais dire ceci. Toute ma carrière, j'ai toujours été guidé par des principes de jugement qui sont très simples. Quand je vais sur un site, que ce soit une usine de traitement, ou que ce soit à 1500 mètres dans le fond d'une mine, dans une galerie, partout où je vais, je me pose toujours une question. Une première question que je pose toujours. Quand je regarde les conditions de travail, ma question c'est toujours, si c'était mon fils qui était dans ces conditions-là, est-ce que je permettrais cela? Parce que ce sont mes enfants aussi. Et si la réponse est non, c'est que c'est non. Ce qui est un problème. Ça veut dire qu'il faut trouver une solution à cela. Quand je vais voir l'artisanat minier, et c'est un langage franc, les creuseurs avec qui je parle souvent connaissent mon langage franc quand je leur parle. Je leur dis toujours, mais regardez autour de chaque site minier, le taux élevé de déperdition scolaire, le taux élevé de grossesse précoce, le taux élevé de banditisme, de prostitution, de pollution. Et en fait, plus grave, c'est un travail d'esclave parce que ceux qui se font vraiment le beurre derrière ça, ils sont à Dubaï, ils sont à Londres, ils sont ailleurs. C'est même pas vous, en plus. Pourquoi ça? Maintenant, nous comprenons ceux qui les ont emmenés à ça. Maintenant, il faut les aider. Comme j'ai dit, ce n'est pas du tout de leur faute. C'est pour cela que nous parlons de toutes ces approches. Ramener le consommateur final vers eux pour un meilleur traitement, renforcer la capacité de notre administration pour qu'on puisse les encadrer mieux. J'aurai un langage aussi avec les industriels aussi qui sont envahis, d'aider également. C'est une affaire à nous tous. Je peux vous dire aujourd'hui que 2 des compagnies minières majeures, dont je tais le nom, ont investi près de 100 millions de dollars aujourd'hui, rien que pour construire des sortes de murs de Berlin autour d'elles, pour se protéger de l'envahissement de ces creuseurs. Mais ça n'a servi à rien parce qu'ils escaladent. Maintenant, est-ce que ces 100 millions de dollars, on ne pouvait peut-être pas les utiliser différemment en termes d'encadrer ces artisans, leur donner une autre chance? Voilà un peu toute la problématique et nous y attelons. Et croyez-moi, nous y attelons avec beaucoup de responsabilités. Maintenant, ceux qui pensent que la RDC est un Far West... Le secteur que vous dirigez, pas la RDC. Pardon, le secteur que je dirige, oui. Merci pour la correction. Nous venons de boucler une grande tournée en Europe, en Amérique et également en Chine. Et à ceux qui ont cette perception-là, je leur dis ceci. Autant vous nous regardez, autant nous vous regardons. Ça fonctionne de 2 manières. Et lorsque moi, avec mes 35 ans d'expérience dans le secteur minier, je vous regarde, vous qui nous critiquez, je vois deux camps. Le camp de ceux-là vraiment qui font du Congo bashing, qui disent que le Congo c'est vraiment le Far West, comme vous le dites en termes de mine, hein, bien sûr. C'est un peu comme cette belle fille qui a tous les atouts mais qui n'a pas de moralité. Ils ont des termes assez durs. C'est leur droit le plus strict de penser cela, Marlon. Mais il y a l'autre catégorie des gens qui ont compris une chose, d'investisseurs, qui ont compris qu'après tout, le Congo, c'est comme tous les autres pays. Si vous faites votre devoir à domicile au départ, vous allez réaliser que vous avez 2 grands alliés finalement, quand vous venez investir. Et ces 2 grands alliés, ce n'est pas le président Félix, ce n'est pas Madame Judith Souminois, encore moins moi, ministre des Mines, parce qu'on a fait une belle photo dans mon cabinet, rien du tout. Vos 2 meilleurs alliés, c'est d'abord les lois et règlements de notre pays, parce que ça garantit votre investissement, ça garantit le cadre fiscal et la stabilité du cadre fiscal pour vous, ça protège même vos actifs, la loi et les règlements. Et puis le deuxième allié, c'est l'administration, avec laquelle vous devez travailler, qui va vous donner toutes les autorisations dont vous avez besoin pour que vous puissiez exécuter votre plan d'affaires avec une effectivité militaire et que vous puissiez réussir. C'est important pour nous que vous réussissiez parce que quand vous réussissez, vous faites un profit. Une partie de ce profit va venir dans notre trésor. Nous sommes avec vous. Et ce camp-là, de ceux qui ont compris ça, Marlon, je peux te dire à ce jour,
Ça va peut-être te surprendre. Ils ont investi près de 45 milliards de dollars dans notre pays. Le jour que je faisais le crash à Kolwezi, à 30 km de là, on mettait à feu la fonderie la plus moderne du monde, en technologie qu'on appelle direct to blister, flash smelting. C'est-à-dire on prend un concentré, on l'enflamme avec du flash complètement fermé, aucune pollution environnementale, ça a du produit du cuivre à 9,9%. Ça a coûté 1 milliard de dollars, ça a été fait. Simok va monter en gamme de 600 000 tonnes à 800 000 ou 1 million de tonnes, ils vont dépenser un autre milliard de dollars. Ce Congo-là, il avance. Il avance avec les gens qui ont compris. Alors, ceux-là qui continuent à parler Far West, la dernière chose que je leur dis, c'est ceci. Après tout, la décision d'investir en RDC, elle est binaire. Vous venez ou vous ne venez pas. Si vous avez fait votre devoir, vous estimez qu'il ne faut pas aller, parce que c'est un Far West, on va respecter. Mais seulement retenez une chose. Et tenez ça de moi. Vous allez compter le coût des opportunités perdues et ça sera d'une proportion biblique. Parce que les Chinois qui sont venus investir, personne ne leur a déroulé le tapis rouge, après tout. Ils sont venus, ils ont vu les opportunités. Ils ont fait ce qu'un businessman appelle le risk assessment. Ils ont évalué les risques, dit comment on va faire du business ici. Après, ils ont mené les capitaux et la technologie. Ils ont mené une dominance du secteur qui fait jaser l'Occident. Et c'est ce que je dis à l'Occident, faites attention. Le coût des opportunités perdues va vous rattraper après. Après, vous décidez, vous faites comme vous voulez. Voilà. Monsieur le ministre, vous allez dire deux choses très importantes parce que généralement, quand on parle de mines, nous prenons beaucoup de temps évidemment pour parler des EEA, où on aime bien nous accuser parfois faussement de corruption et de toutes ces choses qui ne sont pas positives. Mais vous venez de dire qu'on a investi 1 milliard, 45 milliards dans des opérations qui n'ont pas été faites dans un pays du monde avant le Congo. Non, je dis, ça a été peut-être ailleurs, on a investi aussi, hein. Mais je dis que chez nous, au Congo, aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 45 milliards de dollars d'investissement dans nos grandes mines. Et des technologies de dernier. La technologie, elle est de dernière pointe. J'ai vu cette technologie-là, j'étais la voir en Finlande et en Pologne. C'est le dernier cri, c'est la Rolls-Royce la plus moderne des Monsieur le ministre, nous demandons à voir, parce qu'il faut montrer évidemment cette autre face du secteur minier congolais où nous avons les plus grosses boîtes du monde et qui fournissent notamment le cobalt à Tesla. Oui. Cette fonderie, c'est un monstre qui vous prend 500 000 tonnes de cuivre là. Vous passez le concentré par ici et de l'autre côté, ça vous sort un cuivre à 9,9%. Et ça vous sort aussi de l'acide sulfurique en plus. C'est incroyable. Mais il faut que les gens comprennent de quoi on parle ici. C'est ça le vrai Congo qui avance, avec ceux qui ont compris. Et pas les Far West qu'on raconte. Non, ça n'a rien à voir avec le Far West. Quelqu'un va mettre 1 milliard de dollars. Ça a été mis là. Je vous dis, le lundi d'il y a une semaine, ce jour-là où on faisait un crash, on mettait à feu cette fonderie-là. Vous voyez ça? Voilà, on va prendre la prochaine question avec Lauriane.